effectivement, comme l'a dit Mehdi, je vais essayer de vous présenter le lobbying qui est quelque chose de controversé, de chargé négativement. En France, c'est très connoté négativement. Je vais essayer de vous en parler, mais sous un angle théorique notamment, parce que j'enseigne le droit à l'université, et je vais vous le présenter effectivement sous l'angle de ma spécialité, qui est surtout une spécialité juridique. Alors il y aura aussi parfois quelques éléments de fait, évidemment, parce que le lobbying c'est surtout étudié au départ par la science politique, mais vous verrez que je l'aborderai beaucoup sous l'angle juridique, même essentiellement sous l'angle juridique, tout en essayant d'éviter le triptyque traditionnel, litanie, liturgie, léthargie. Donc merci infiniment. Alors effectivement, j'ai commencé ces recherches en essayant de voir un petit peu si le lobbying avait un effet sur la production des règles de droit, un effet sur la production de la norme, et s'il avait un effet réel sur donc la production de la norme qui est à la base du pouvoir politique. Un pouvoir politique consiste aujourd'hui à mener un gouvernement, à diriger l'action du gouvernement, et en dirigeant l'action du gouvernement, eh bien, on met en œuvre des politiques publiques, et ces politiques publiques se matérialisent par des textes, des lois, des décrets, et un certain nombre de textes épars. Donc évidemment, il est tentant pour un certain nombre de forces qui ne disposent pas du pouvoir de décision, on les appelle notamment globalement la société civile, d'essayer de peser dessus, d'avoir un certain poids sur la décision, et donc d'influer dessus ou d'avoir une certaine influence dessus, sur son contenu. Donc effectivement, le lobbying est censé bouleverser la nature de la loi, la nature de l'acte administratif, et on remarque que, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à ce sujet, la pratique du lobbying, avec les réseaux sociaux et les médias tels qu'ils ont été, notamment la démocratie d'opinion d'aujourd'hui, le lobbying est de plus en plus visible, se développe de plus en plus et surtout de plus en plus pratiqué. Il y a quasiment du lobbying pour tous les textes, alors que il y a un certain nombre d'années, ça n'était pas forcément le cas. Il n'y avait pas forcément toujours les moyens non plus de faire du lobbying, parce que ça coûte très très cher en termes budgétaires et en termes de communication. Donc effectivement, le lobbying a une incidence évidente en tant que pratique factuelle sur des éléments juridiques, une incidence considérable sur l'élaboration du droit, donc sur les formes d'élaboration du droit, donc formellement sur le droit, mais aussi matériellement sur le droit, sur le contenu de la règle de droit. C'est un petit peu les deux axes sur lesquels je vais me concentrer devant vous aujourd'hui. Donc avant de se poser la question de l'influence normative du lobbying sur le contenu ou l'élaboration du droit, quelle définition on peut donner du lobbying? Parce que tout le monde a sa définition, le lobbying est extrêmement mal perçu en France, surtout en France et particulièrement en France. J'expliquerai pourquoi. C'est vrai que ça tient à des névroses historiques. Donc le lobbying, qui est étudié depuis très peu de temps au niveau des juristes, depuis à peu près une dizaine d'années, c'est un ensemble de pratiques extrêmement variables. On peut placer n'importe quoi sous le boisseau du lobbying, mené par un certain nombre d'organes extrêmement divers. On a donc une définition un petit peu stipulative, donc un faisceau d'indices, et si on en réunit un maximum, ou en tout cas le plus possible, on a quelque chose qui va s'apparenter à du lobbying. Alors, on a 4 grands faisceaux. Le premier, c'est que pour avoir du lobbying, il faut une action d'influence. Il faut pratiquer une action qui vise à influencer. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis dans la loi Sapin 2, la loi récente, là, du 9 décembre 2016, sur la modernisation de la vie économique, transparence et lutte contre la corruption. On en parlera peut-être chemin faisant. Donc une action qui vise à influencer un texte, qui est motivée par quelque chose qu'on appelle un intérêt particulier. Vous allez voir que c'est fondamental pour comprendre le lobbying. Alors certains nous diront qu'il y a des lobbies d'intérêt général, mais les lobbies d'intérêt général sont, en France, il n'y a que l'État qui détermine l'intérêt général, dans vieille théorie comme celle de Rousseau, théorie un peu jacobine, dans un État et une tradition jacobine, il n'y a que l'État qui peut dire l'intérêt général. Donc toute autre personne qui s'interposerait entre l'État et le citoyen vient donc définir un intérêt qui se rapproche de l'intérêt général, mais qui ne peut être l'intérêt général. Un intérêt catégoriel, un intérêt fractionnel, un intérêt particulier, somme toute, puisqu'il n'y a que l'État qui détermine l'intérêt général. On parlera de cette évolution et de cette mutation de l'intérêt général qui fait aussi aujourd'hui émerger le lobbying à l'ordre du jour. Troisième critère, il s'exerce sur un organe qui produit une règle,
mais si cette règle est souple, ou si cette règle n'a pas de valeur, ça n'a aucun intérêt de faire du lobbying. Autant ne pas en faire, vous allez vous épuiser pour rien. Donc dans ces cas-là, il faut que ce soit une norme impérative. Il faut que cette norme ait un réel effet, qu'elle ajoute vraiment quelque chose au droit. Les normes supplétives, par exemple, il y a très, très peu d'intérêt. Donc un organe producteur de normes juridiques impératives, et il faut qu'elle ait un objectif. Le lobbying, il ne se fait pas par hasard, il se fait pour obtenir quelque chose. Finalement, c'est téléologique, le lobbying, c'est-à-dire qu'il y a un but. Télos, c'est la finalité en grec. Donc il vise à obtenir de la part de l'auteur de l'acte, celui qui émet la loi, celui qui émet le règlement, la production d'un effet ou une inertie. C'est-à-dire que le problème s'arrête. Par exemple, effectivement, le législateur qui vise à créer un nouvel impôt, eh bien évidemment, ceux qui sont concernés par ce nouvel impôt vont essayer d'obtenir un effet d'inertie pour que ce nouvel impôt ne s'applique pas à eux. Voilà. Donc, production d'un effet ou d'une inertie sur l'ordonnancement juridique dans le sens de l'intérêt défendu. Donc le lobbying, en gros, si on veut le résumer par rapport à ces éléments de stipulation, bien, ça consiste pour un lobbyiste, donc quelqu'un qui fait du lobbying, à venir solliciter au bénéfice d'un intérêt particulier, qui peut être son intérêt à lui, qui peut être l'intérêt de son client, parce qu'il y a plusieurs types de lobbying. Vous avez aussi, un peu comme les cabinets d'avocats, vous avez des lobbyistes conseils. Un intérêt, donc au bénéfice d'un intérêt particulier, il vient solliciter la protection de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire que la souveraineté de l'État va un petit peu finalement embrasser son intérêt particulier et le faire adhérer à l'intérêt général, et le faire devenir l'intérêt général. Donc cet intérêt particulier va s'agréger à l'intérêt général. Alors maintenant, il faut préciser un point, c'est que le lobbying, souvent on le confond avec autre chose qui lui ressemble beaucoup, c'est la corruption ou le trafic d'influence. Je pense que c'est la première question que beaucoup s'étaient dit qu'ils allaient me poser peut-être, donc je la démine tout de suite. Effectivement, le lobbying ne peut pas et ne s'assimile absolument pas à la corruption. Ne confondez surtout pas lobbying et corruption. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le lobbying ne vient pas lier. Le lobbying ne va pas vous lier, un petit peu comme quand vous contractez avec quelqu'un ou quand quelqu'un vous fait un don important, vous vous sentez un peu pris par ce qu'il vous a donné, vous vous sentez redevable, vous vous sentez lié, il y a un lien qui a été créé, comme avec un contrat, comme voilà. Et derrière la corruption, il y a un pacte de corruption qui est assez fort, puisque vous êtes fait rémunérer, vous avez obtenu un avantage pour faire ce que l'on vous demande de faire. Donc le lobbying ne vous n'engage pas en tout cas l'autorité publique qui prend la décision, ne lie pas l'autorité publique. Le lobbying se contente uniquement de venir plaider, donc plaider des intérêts, d'expliquer, d'expliciter, de proposer, de solliciter, de suggérer, mais en aucun cas il ne vient tenir la personne, un petit peu, comme parfois on dit, il le tient complètement. Eh bien, voilà la grande différence entre lobbying et corruption. C'est-à-dire que l'autorité administrative ou le législateur, selon, qui est sollicité par une entreprise ou une personne privée qui fait du lobbying, bien, il peut toujours décider de ne pas l'écouter. Le lobbying ne vient pas le lier. C'est super important. Ça permet de comprendre qu'en fait, les autorités publiques, les pouvoirs publics conservent la souveraineté qui a trait à l'État, au rôle de l'État. Donc ils conservent leur souveraineté. En gros, si on doit trouver une formule un peu lapidaire, le lobbying consiste à convaincre et non à aller jusqu'à contraindre. S'il va jusqu'à contraindre, au-delà de convaincre, eh bien, on a ce qu'on appelle quelque chose qui est contraire à l'article 27 de la Constitution, puisqu'on aura ce qu'on appelle un mandat impératif. Et le mandat impératif a toujours été quelque chose qui a été rendu nul par toutes les constitutions, depuis la première constitution écrite en France du 3 septembre 1791, la première constitution révolutionnaire. Et depuis, que ce soit les régimes républicains, régimes impériaux, les deux empires, ou le régime monarchique, cette prohibition du mandat impératif a toujours été reprise, justement pour respecter un petit peu le principe représentatif. On pourra développer un petit peu ça tout à l'heure, j'ai quelques développements là-dessus. Donc voilà, vous connaissez maintenant la différence entre corruption, trafic d'influence, qui sont régis par les articles 433.1 et 432 et quelque chose du Code pénal. Eh bien, la corruption ne peut pas s'assimiler à du lobbying. Le lobbying n'a pas de règles qui l'organisent, sauf depuis la loi Sapin, il y a quelques règles un petit peu préventives, mais aucune règle répressive, effectivement, ne vienne réprimer le lobbying. Voilà. S'il vient à contraindre, donc, il est un mandat impératif au sens de l'article 27 de la Constitution, et donc c'est considéré comme nul si c'est au regard du législateur, évidemment. Alors, en cherchant à convaincre, le lobbying va suggérer une orientation à l'autorité publique, vous le devinez bien,
Et donc, il va se passer quelque chose d'intéressant si on analyse le phénomène, c'est que le lobbying va introduire une forme de négociation. En réalité, quand vous faites du lobbying, vous allez voir quelqu'un qui décide et vous allez essayer un petit peu de négocier pour le faire changer de voie. Notamment changer de voie pour qu'il aille un peu vers les intérêts que vous défendez. Donc vous allez un petit peu plaider l'emploi, plaider l'économie, la croissance, enfin plein d'arguments intéressants pour le faire changer d'avis ou pour le faire évoluer dans votre sens à vous. Donc on suggère une orientation à l'autorité publique et on introduit par là même une forme de négociation. C'est-à-dire qu'on commence à négocier quelque chose qui normalement n'est pas connu pour l'être. La loi ne se négocie pas, le règlement est unilatéral, il ne se négocie pas. Et donc effectivement l'ordre public plus largement ne se négocie pas. Et donc, évidemment, on introduit là quelque chose d'assez important, puisque finalement, dans la négociation, chacun vient faire des concessions réciproques, alors que dans les positions classiques, le législateur ne fait pas ce genre de choses. Donc le lobbying, on le voit un petit peu comme une proposition de négociation vis-à-vis d'un législateur ou d'une autorité décisionnelle, qui pourrait ressembler à ce qu'on connaît, peut-être ceux qui ont fait un peu de droit connaîtront cela, notamment du droit des contrats ou du droit civil, quelque chose qui n'est pas encore juridique, qui est du pré-juridique, mais avant de conclure un contrat, on a ce qu'on appelle une policitation, on a aussi ce qu'on appelle une invitation à entrer en pourparlers. Mais le lobbying, c'est un petit peu ça, c'est introduire dans quelque chose qui ne le connaît pas, une invitation à entrer en pourparlers, un petit peu comme ça existe même dans le Code civil. Donc, on a déjà une vision de ce qu'est le lobbying. Maintenant, il faut savoir que ce lobbying en France, il est absolument très mal perçu et surtout, on n'aime pas le voir et on n'aime pas en parler. Les médias aiment beaucoup en parler quand il s'agit des lobbyistes. Les politiques n'aiment pas en revanche être perçus comme des gens qui sont des réceptacles d'activités de lobbying. C'est très 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 mal connoté. Parce que ça porte un petit peu atteinte à leur indépendance, à leur autonomie, à leur toute puissance, etc. Symbolique. Voilà, ça porte vraiment atteinte à la symbolique du politique. Et ils ont l'impression qu'à chaque fois, ça érode un peu leur autorité et que ça creuse à chaque fois le fossé un petit peu entre les citoyens et les représentants et la vision qu'ils ont de la vie politique, qui, comme vous le savez, est une vision extrêmement aujourd'hui creusée, négative. Il y a une vraie césure entre le citoyen et sa conception de la représentation. Il y a une véritable crise, il faut être très clair. Je conclurai d'ailleurs sur ce point, je défriche un tout petit peu, sur le fait que le lobbying peut être un élément qui peut servir de point de réconciliation ou de conciliation, notamment dans le cadre de cette crise de la démocratie qui se creuse toujours plus et qui est un peu à son apogée, en tout cas à son acmé actuellement. C'est très différent en droit de l'Union européenne, puisque vous savez que l'Union européenne ne fonctionne pratiquement que sur un modèle très proche du modèle américain. Et au fond, l'Union européenne travaille avec le lobbying. Le modèle politique européen a intégré le lobbying comme quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait légitime, de tout à fait logique dans le système. C'est-à-dire que le système travaille avec les lobbies qui apportent de l'information. Les lobbies eux-mêmes se croisent leur information, déversent énormément d'informations auprès des députés européens, auprès des membres de la Commission qui prennent les décisions, qui ont l'initiative des textes. Et en réalité, ça permet de voir que le lobbying est intrinsèque au fonctionnement du système européen, tout comme il est intrinsèque depuis d'ailleurs le fédéraliste de James Madison, notamment le numéro 10 avec les factions aux États-Unis, il est intrinsèque au modèle politique américain. Voilà. En France, c'est tout l'inverse. Le lobbying, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le citer. Voilà, un peu circuler, il n'y a rien à voir, ou en tout cas, les chiens aboient, la caravane passe. Donc le droit de l'Union européenne reconnaît le lobbying comme un mode normal de collaboration, je dis bien, je vais vraiment dans un terme fort, puisque c'est de la collaboration à la production législative, et même le système européen, tout comme le système américain, l'incite très largement. Il est intrinsèquement lié au fonctionnement du modèle politique. Le droit français, lui, malgré une timide et récente réglementation qui est celle du 9 décembre 2016, refuse de percevoir le lobbying, le perçoit encore comme quelque chose de néfaste, très largement mal perçu, et donc le cantonne dans le domaine de l'informel, dans ce qui ne se réglemente pas, dans ce qui ne se voit pas, ce qui n'est pas juridicisé. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que le lobbying, comme il introduit une volonté un petit peu de commencer à négocier,
à charge pour l'autorité publique de dire non, moi je ne négocie pas sur ce sujet-là, ou pourquoi pas négocions, après tout, tout homme politique est ouvert à l'expression des intérêts de ses électeurs, puisque le principe d'un homme politique, c'est qu'il est élu dans une démocratie représentative, il est élu et il va être réélu. Donc les mandats, à un moment donné, sont reconductibles, et donc les hommes politiques dépendent de leurs électeurs, avec tous les effets pervers que vous connaissez et que vous voyez à la télévision. Donc évidemment, cette proposition de négociation, si vous me suivez bien, elle fait entrer finalement le lobbying dans la loi, et la loi, c'est l'innégociable. C'est ce qu'on refuse d'admettre qui se négocie dans le droit. Donc on a accessoirement aussi une puissance publique qui est issue d'une tradition française qui a une vénération, qui voue un véritable culte à la loi. On parle de légicentrisme, notamment quelqu'un comme Pierre Rossan-Vallon parlait de la France comme d'un royaume qui était devenu, après la Révolution, un loyaume. C'est-à-dire que à partir de 1789, on a fait évoluer la souveraineté qui était de droit divin. Cette souveraineté, donc, on va dire monarchique, de droit divin, est devenue une souveraineté qui vient d'en bas, non plus d'en haut de Dieu, mais d'en bas, donc du peuple. Et finalement, on est passé d'une souveraineté de nature théocratique à une souveraineté davantage de nature démocratique. Et ce passage-là, eh bien, il permet davantage de comprendre que les révolutionnaires ont voulu complètement changer de système, ont reconnu la nation avec finalement le fameux serment du jeu de paume. Et lors du serment du jeu de paume, ils ont refusé, les députés du tiers, de se quitter sans avoir donné à la France une constitution. Et c'est là qu'on a reconnu la notion de nation. Et cette notion de nation, elle est intéressante parce que c'est une notion qui est quelque chose qui va devenir un antipode au lobbying, puisque le lobbying vise à reconnaître une spécificité, vise à faire avancer une particularité, alors que la notion de nation vise à reconnaître chaque citoyen et le fondre dans quelque chose, dans une entité globale, un petit peu comme si on fondait tout le monde dans la même cire. Chaque citoyen devient un citoyen, et si on est tous des citoyens, on devient tous interchangeables. C'est-à-dire qu'on n'a plus de spécificité. Donc c'est la négation même d'un principe qu'on appelle la démocratie un vieux principe de démocratie directe et d'électorat droit. Donc à partir de là, tout le monde est un petit peu interchangeable et fondu dans la même notion. Pourquoi ? Parce que le but des révolutionnaires visait à faire l'inverse de la révolution américaine, et là je me réfère à ce que disait Tocqueville. Tocqueville expliquait que la France a fait la révolution pour des raisons essentiellement d'égalité, alors que les Américains l'ont faite 2-3 ans avant pour des raisons de liberté. C'était typiquement des affaires purement fiscales. Alors j'ai plus en tête l'affaire fiscale c'était une question de droit de timbre, je crois, qui est très très connue, qui avait déclenché un petit peu la révolution américaine, alors qu'en France, c'était la division en 3 ordres, avec des droits différents auprès de chacun. Le clergé n'avait pas les mêmes droits que la noblesse, et a fortiori, le tiers-état assumait les impôts et finançait tout le reste, qui finalement étaient des ordres privilégiés, sauf le tiers-état. Donc évidemment, le brûlot de Sieyès va un petit peu, en 1789, relancer cette réflexion sur qu'est-ce que le tiers-état, tout dans la nation, qu'est-ce qu'il a été jusqu'à présent, rien du tout, et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande à y être quelque chose. C'est son fameux brûlot, ça peut être son petit cahier, qu'est-ce que le tiers-état ? Eh bien, en France, on a créé à ce moment-là une véritable névrose, une véritable culture française de rejet, de haine révolutionnaire, typiquement révolutionnaire. Toute la révolution tourne autour de cela, pour la comprendre, de la notion de privilège. Privilège qui vient du latin privata lex, c'est-à-dire dérogation particulière pour soi-même, obtenir un élément, obtenir un passe-droit finalement, c'est un peu ça. Et donc cette haine du privilège et cet amour immodéré, ce culte pour l'égalité qu'on a utilisé pour faire la révolution, eh bien, il a eu des effets sur le lobbying, parce qu'on n'a jamais voulu reconnaître la notion de lobbying, puisque la notion de lobbying, c'est justement le fait de demander un privilège. Donc on a un antipode complet en France, et c'est comme ça qu'on n'a jamais voulu admettre qu'on puisse faire, ou que le lobbying puisse exister en France, avec un certain nombre de choses. Par exemple, a priori, effectivement, le lobbying semble s'opposer au principe d'égalité, puisqu'il s'oppose à la volonté générale, il s'oppose à la volonté nationale, au sens de Rousseau, puisqu'il exclut cette volonté générale dont parle Rousseau dans le contrat social, exclut toute revendication particulière qui pourrait s'exprimer. Chacun doit uniquement se fondre dans la volonté générale, comme le disait Rousseau.
Et on a prévu dans la Déclaration des droits de l'homme un article 3 qui dit que toute société, toute société, effectivement, est une nation et rien ne peut émaner, rien ne peut sortir qui n'émane expressément que de la nation. On a aussi l'article 3 de la Constitution qui dit que nul corps ne peut s'interférer entre l'État et entre l'individu et l'État. Donc un véritable rejet des corps intermédiaires et un véritable rejet de la particularité en France, à travers cette véritable névrose révolutionnaire. Et vous avez aussi l'article 27 de la Constitution de 58 sur le rejet du mandat impératif, en tout cas la nullité du mandat impératif. Donc le lobbying en France, on n'aime pas, vous avez compris maintenant. On n'aime pas ça ne nous plaît pas, c'est chargé négativement, c'est très mal connoté. Mais pourtant, dans les faits, parce qu'en droit, il n'y en a pas, on n'en voit pas, mais dans les faits, c'est là qu'on voit que parfois, il y a toujours des doubles éthiques, puisqu'on a le droit et on a les faits. Dans les faits et en pratique, le lobbying voit sa pratique s'accroître considérablement plus les années passent. C'est-à-dire que la pratique du lobbying s'accroît toujours davantage et le lobbying a une influence considérable sur la production normative. Au point que certains en parlaient même d'une force normative. On avait fait un colloque au Sénat où on s'était posé la question de lobbying, est-ce une véritable force normative ? Donc évidemment, aujourd'hui pour un juriste, puisque longtemps on m'avait dit qu'il y avait très peu d'intérêt à étudier le lobbying, puisque c'était un petit peu le terrain d'élection de la science politique, donc c'était les Sciences Po qui faisaient ça, force est de constater qu'aujourd'hui le droit ne peut plus se comprendre sans le lobbying, parce que si vous faites effectivement du droit, notamment du droit de la vie politique, sans étudier les forces du lobbying, si vous étudiez les formes sans étudier les forces, vous faites du droit de façon un peu hémiplégique, si vous voulez. Il y a une véritable hémiplégie à séparer, par exemple, le droit constitutionnel, à faire du droit constitutionnel sans étudier les modes de scrutin ou étudier le processus législatif, la procédure d'élaboration de la loi, sans y voir les forces derrière qui ont exercé un lobbying, finalement. Et l'hémiplégie, on sait que c'est pas forcément très bon pour la compréhension d'un phénomène quand on ne voit qu'avec un œil, ou un demi-cerveau. Alors, cette influence normative, on va la voir sous deux grands angles sur lesquels je voulais axer un petit peu cette conférence. La première, eh bien, c'est l'influence du lobbying sur le contenu même de la règle, sur la qualité, et l'effet qu'elle a sur la qualité de cette règle, sur le fond. Et deuxièmement, on verra le lobbying sur les formes de la règle, c'est-à-dire effectivement la modification du système politique à l'origine de la production même de ces règles. C'est aussi important et c'est même une conséquence fondamentale. Donc, comme on l'a dit, le lobbying, c'est quelque chose qui revient de façon informelle à venir apporter de l'information, à venir conseiller. Il y a une véritable et indéniable fonction de conseil derrière le lobbying. Ce sera le premier point que je veux voir ce sera mon grand A, si vous voulez, si on doit utiliser un plan en deux parties de fac, pour ceux qui ont des vieux souvenirs d'université. Une fonction de conseil, une fonction d'information dans l'élaboration de la règle, mais ça c'est a priori. A posteriori, le lobbying vient aussi garantir de façon très intéressante le consentement de celui qui va venir appliquer la règle. C'est-à-dire que si une personne a réussi à participer ou à faire participer un groupe à l'élaboration d'une règle dont elle est amenée ensuite à l'appliquer, elle l'appliquera d'autant plus facilement. Donc ça crée de la légitimité d'avoir fait du lobbying et d'avoir intégré une personne qui a participé à l'élaboration de cette règle qu'elle est elle-même obligée d'appliquer ensuite. Donc voilà, donc ça garantit le consentement du destinataire qui va ensuite bien mieux l'appliquer, puis ça permet de calmer aussi le risque contentieux, j'en parlerai. On est moins apte à contester ce à quoi on a participé, simplement. Donc d'abord, une influence, on va dire a priori, par la fonction de conseil du lobbying, parce que le lobbying vient apporter de l'information aux politiques, et les politiques en sont très très friands. Effectivement, le lobbying revient à conseiller, comme je l'ai dit, et c'est une façon aussi pour le législateur très intéressante de prendre le pouls de la société civile. Parce que le législateur, mais beaucoup d'entre vous le disent très souvent, on le dit tous, les hommes politiques sont déconnectés de la réalité. Et la réalité, c'est les lobbies qui vous l'apportent. À un moment donné, les politiques ont besoin de venir chercher de l'information pragmatique de comment ça se passe dans la société. Et pour ça, il faut qu'ils prennent le pouls de la société civile. Et bien pour ça, il faut qu'ils reçoivent les lobbies. Donc de temps en temps, ils viennent un peu prendre le pouls, ils tâtent un petit peu le cœur et les reins de la société civile pour savoir un petit peu si comment les choses évoluent, s'il y a du mécontentement, si ce texte-là a une vraie efficacité, si ça va prendre, si c'est demandé, etc., etc. Et donc, évidemment, cette influence, lorsqu'elle est fructueuse, eh bien, elle verra
se rencontrer les faits et le droit. C'est-à-dire que le contenu de la norme va rencontrer l'intérêt du lobbyiste, et c'est là que le lobbying va devenir quelque chose de normatif grâce à l'intervention de la décision du législateur, et uniquement grâce à lui, qui reste souverain. J'entends bien, parce que, souvenez-vous, comme on l'a dit, lobbying à corruption, il y a le lien fondamental qui est important, il faut le tenir. Donc, évidemment, il y a un besoin qui est apparu dans le monde politique, dans la vie politique, qui a été repéré par énormément de chercheurs, même un double besoin qui apparaît et qui est très intéressant, un besoin qui est en fait un manque que les politiques ont besoin de combler. Et ce manque, eh bien, c'est un premier besoin qui est le besoin de la société civile de participer aux règles. Les gens ont besoin aujourd'hui d'intervenir, de donner leur avis. On le voit en matière de bioéthique, on le voit en matière d'outre-mer, on organise beaucoup d'états généraux. Par exemple, on organise des états généraux de la bioéthique régulièrement. Le Grand Paris, par exemple, fait l'objet d'énormément de consultations. Les conseils de quartier, on développe énormément ces systèmes de participation, parce qu'il y a une demande de plus en plus des citoyens d'intervenir dans les règles dont ils vont faire l'objet, qu'ils vont devoir appliquer. Et puis derrière, il y a aussi enfin, c'est évident, un rejet de la contrainte étatique. De plus en plus, on a de moins en moins envie de se faire imposer une règle, on a envie un petit peu d'y être partie prenante. Et participer, c'est prendre part, hein, si on doit le définir. Donc évidemment, un besoin de la société civile de participer toujours plus à l'élaboration des règles dont elle est le destinataire immédiat. Et puis un deuxième besoin, c'est le besoin des pouvoirs publics. Celui-là, il est un peu moins avoué, si vous voulez. C'est un besoin des pouvoirs publics, donc des politiques, de recevoir de l'information, d'aller chercher de l'information, parce que leur cabinet, c'est intéressant, ils font remonter des choses, les préfectures font remonter des choses au pouvoir politique. Néanmoins, il n'y a rien de mieux que le peuple lui-même pour faire savoir ce que pense le peuple. Donc évidemment, les lobbies, c'est toujours très intéressant, parce que c'est une information extérieure, c'est une information subjective, c'est un ressenti. Voilà, on prend le pouls de la société civile. Et donc évidemment, il y a un autre point qui va se poser et qui est fondamental, c'est le statut de l'information qui est donné aux politiques par le lobby. Le statut de l'information qui est donné aux politiques par le lobby, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas être trop enchanté, il ne faut pas être dupe. L'information qui est fournie par le lobby, c'est une information tronquée, ce n'est pas une information qui est objective, c'est l'information que le lobby veut bien donner pour que vous puissiez accepter ce qu'il veut vous faire passer. Hein, c'est finalement, on veut vous faire avaler une couleuvre, on va vous vendre de la vaseline avec. Eh bien, c'est un peu la même chose en termes d'image, c'est-à-dire que l'information produite par le lobby, je ne le disais pas, donc maintenant j'hésite pas à le dire parce que ça m'a été reproché dans de nombreux colloques. L'information qui est produite par le lobby est une information éminemment intéressée. On sait ce que veut le lobby. Et quand quelque chose est intéressé, en général, on le prend beaucoup moins en sérieux, ou on le prend avec beaucoup plus de recul. Hein, c'est pas une vérité, c'est pas la vérité. C'est une forme de vérité. C'est la vérité que le lobbyiste veut vous faire passer. Après, à charge pour lui de vous convaincre s'il est un bon plaideur. Donc une information qui est éminemment intéressée, qui est évidemment subjective et qui est forcément partiale. J'insiste là-dessus. Intéressée, subjective, partiale. Donc évidemment, cette information, elle va devoir être objectivée. Il va falloir l'objectiver, et il y a différents moyens dans les modèles sociaux, dans les sociétés, dans les systèmes, on va dire, politiques, pour objectiver ce genre de décision. C'est d'abord de garantir de la transparence, c'est-à-dire qu'on sache que le lobby fait du lobby. Comme ça, d'autres lobbies vont se réveiller en disant « bah oui, mais moi je veux exprimer l'avis contraire ». Deuxièmement, de permettre que cet avis contraire s'exprime, d'organiser donc ce qu'on appelle une contradiction, notamment pour permettre à travers cette contradiction et ce combat, on va dire, d'intérêt réciproque, d'aboutir à une forme de vérité. La vérité aboutit toujours au bout d'un moment par un débat où on élimine, on trie le bon grain de l'ivraie. Donc une synthèse utile à la détermination de l'intérêt général par une confrontation d'intérêts particuliers et contradictoires. Et ensuite, évidemment, des règles pour les lobbyistes et les hommes politiques, ce qu'on appelle une déontologie. Donc un triptyque fondamental qu'il faut bien garder en tête, si vous devez vraiment retenir une chose, c'est la transparence, le contradictoire, la déontologie. Et alors, cette loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui est venue un petit peu réglementer les lobbies, et qui est la première loi qui est venue s'occuper des lobbies, et dont je pourrais vous parler tout à l'heure, parce que je pense qu'il y aura de nombreuses questions sur ce point, eh bien, elle permet la transparence des lobbies, effectivement. Elle l'organise en apparence. On verra que tout ça se détourne très très facilement. Il suffit d'être un peu malin. Je vous donnerai même des techniques pour le détourner, pour certains d'entre vous, si vous avez envie. Très facile.
quand on est juriste, on apprend aussi à détourner les règles. En tout cas, c'est le travail des avocats dans leur fonction de conseil. Et donc, la contradiction complètement oubliée du texte, soi-disant le texte voulait complètement organiser les lobbies. Et puis la déontologie, elle aussi, est très très lacunaire, puisqu'on a imposé une déontologie énormissime, des points fondamentaux qui ont été imposés aux lobbies. Mais les hommes politiques, rien du tout. Ils sont blancs comme neige, ils ne sont pas corruptibles du tout. Finalement, la corruption ne vient que d'un côté, c'est des lobbies. Donc on a assimilé lobby et corruption. Voilà pourquoi j'estime que c'est une loi qui est hyper mal faite et qui tient en elle-même son infirmité congénitale, finalement son défaut intrinsèque. C'est un petit peu le ver est dans le fruit dès l'élaboration, si vous voulez, un petit peu. Voilà, c'est une loi qui contient son propre cancer. Voilà, si on doit vraiment utiliser une image un petit peu choc. Puisqu'on est dans une civilisation aujourd'hui de l'image choc. En droit comparé, on a plusieurs moyens, notamment quand on va chercher chez les Américains ou chez les Anglais, d'organiser un petit peu ce genre de choses, le contradictoire, la transparence. Comment on fait ? Et aux États-Unis, on a une loi qui s'appelle le Administrative Procedure Act, la loi sur la procédure administrative, elle est très simple, de 1946, qui existe donc depuis très longtemps, où on a le Lobbying Disclosure Act. Donc le LDA, c'est le président Clinton qui l'a élaboré en 1995, c'est le président Bush qui l'a singulièrement renforcé avec des règles pénales, et Donald Trump qui l'a aussi lui-même renforcé en termes de conflit d'intérêts, en dépit de toutes les critiques qu'on peut faire à ce monsieur. Et donc, le lobbying réglemente très très bien le lobbying, un LDA, Lobbying Disclosure Act, qui permet de s'enregistrer, et un APA, Administrative Procedure Act, qui permet un petit peu de s'insérer dans des espèces d'appels d'offres, dans des procédures qui permettent un petit peu d'intervenir dans l'élaboration de textes réglementaires, tout simplement. Un petit peu comme nous en France, on passe des marchés publics, les Américains le font aussi pour élaborer des règles. Ils créent des comités de réglementation où des gens vont venir s'agréger et réfléchir et apporter donc des intérêts particuliers, évidemment, puisqu'ils sont pas désintéressés, ces gens-là, hein, c'est évident. Les Anglais, depuis 1967, utilisent ce qu'on appelle le Green Paper, qui était repris aussi en droit européen. On parle ça se fait beaucoup quand il s'agit d'élaborer un texte. Au départ, on vient un peu prendre le pouls des pays européens en élaborant ce qu'on appelle un livre vert. Voilà, c'est typiquement ça, c'est un petit peu recueillir les avis, et quand les lobbyistes ont quelque chose à dire, eh bien, ils vont s'insérer dans les processus de réflexion qui mènent au livre vert. Voilà. Donc c'est dans les livres verts qu'ils interviennent pour donner un petit peu leurs avis. En France, effectivement, on a eu quelques petites expériences un petit peu timides de ce genre de trucs. Par exemple, ceux qui s'occupent un peu de BTP connaissent un peu les questions de partenariat public-privé. Dans les partenariats public-privé, la première fois qu'on a réglementé ça, c'est à travers l'ordonnance de 2004, l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, donc les fameux partenariats. Avant c'était pas tout à fait possible, enfin, on faisait des montages, mais c'était très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il fallait respecter des règles complexes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et en 2004, on a généralisé le PPP, c'est-à-dire le financement de projet à la française. Et pour faire ça, il y avait une fiscalité un petit peu importante, parce que évidemment les PPP impliquent beaucoup d'argent, des millions, et c'est des montages assez complexes qui impliquent des institutions financières, des banques, et donc il y a effectivement là-dedans aussi des lobbies. Et les grosses entreprises, qu'on appelle les majors du BTP, étaient évidemment intéressées à la question de la fiscalité des PPP qui allait les concerner au premier plan. Eh bien le gouvernement, à l'époque, en 2004, c'était donc à l'époque le gouvernement, c'était pas encore Villepin, je crois, c'était Raffarin, il me semble, hein, si tu peux me confirmer, je suis plus sûr, la mémoire me fait un peu défaut avec le temps. Mais effectivement, sous Raffarin, le gouvernement avait fait circuler un avant-projet de la loi auprès des majors du BTP pour qu'ils rendent un petit peu leurs avis. Ça avait circulé en off, hein, c'était totalement informel. Rien n'existe dans les procédures sur cette question-là, quoi. C'était du off total, hein, c'était du purement officieux. Donc voilà. Et puis, depuis, alors aujourd'hui, on fait des consultations par Internet. Vous pouvez aussi aller à l'Assemblée nationale, faire sur le site de l'Assemblée nationale, aller donner votre avis sur des lois en cours à travers effectivement des consultations par Internet. Vous n'en êtes pas au courant parce qu'on fait en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup sinon l'Assemblée va être complètement noyée de points de vue divers et variés, valables ou non. Et donc voilà, ça les intéresse pas forcément beaucoup, mais en tout cas, ils insistent énormément pour mettre en œuvre ce truc et montrer qu'effectivement, désormais, la loi a été ouverte finalement aux avis des uns et des autres. Et puis surtout, on a généralisé avec la réforme de 2008, la réforme de la Constitution, la révision de la Constitution sous Sarkozy, l'étude d'impact au niveau de l'article 39 de la Constitution. Désormais, toute loi, pour être valide, au regard en tout cas passer le cap du Conseil constitutionnel,
doit avoir mené en aval de son élaboration une étude d'impact sur un certain nombre de points, notamment l'aspect financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va rajouter, est-ce qu'elle va coûter plus cher ou non, des choses comme ça, et comment elle va s'insérer dans l'ordonnancement juridique préexistant. Donc cette généralisation des études d'impact qui sont désormais devenues obligatoires permettent aussi aux lobbies un petit peu à un moment de se greffer dans ces processus. Et les lobbyistes sont très très malins et savent comment ils peuvent effectivement à un moment dans les études d'impact aller un petit peu donner leur avis à ceux qui sont chargés de les mener, qui sont des techniciens, des technocrates, des experts. Donc vous le comprenez bien, au-delà de tout ça, on constate un besoin accru de pédagogie sur la forme comme sur le fond, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus d'informations. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est à réglementer devient de plus en plus complexe. Il suffit de voir les lois d'aujourd'hui, elles sont beaucoup moins simples que les lois d'il y a une cinquantaine d'années. Il suffit de regarder aussi l'épaisseur du JO d'aujourd'hui, c'est pas du tout l'épaisseur du recueil des textes de l'époque de révolutionnaire. À l'époque révolutionnaire, il était comme ça, aujourd'hui c'est plusieurs volumes, enfin c'est une folie le JO aujourd'hui en termes de logorée verbale et de logorée législative. On a une production de lois qui, nul n'est censé ignorer la loi, c'est un adage qui fait bien rire les gens. Donc, un besoin accru de comprendre et de donner de l'information sur le fond, sur la forme, donc de consultation et de pédagogie. Alors, évidemment, en négociant, les parties, quand le lobbying vient un petit peu introduire de la négo, si vous voulez, les parties vont s'informer mutuellement et introduire un petit peu de la collaboration, de la concertation, finalement. Quelque chose qui manque un peu à une société un peu autoritaire où tout vient d'en haut. En fait, ça vient apporter un peu d'horizontalité, de souplesse à un monde qui est peut-être un peu trop perçu par le citoyen comme vertical, imposé d'en haut. On le voit notamment avec notre président de la République actuelle, qui a beaucoup joué sur cette horizontalité, ces nouveaux modes de gouvernance, là d'ailleurs où il s'est un petit peu empêtré, où il avait perdu un peu le fil de ce qu'il allait dire devant tout le monde, en disant on m'a fait mon texte, je n'y comprends rien, je vais vous dire ça avec mes mots à moi. Bon, il avait perdu le fil de son texte parce qu'il expliquait effectivement qu'il allait introduire davantage d'horizontalité, et on voit bien qu'aussitôt qu'il est aux affaires, et il reprend les bonnes vieilles traditions françaises et jacobines de la verticalité. Voilà. Et s'il peut en faire le moins possible, bien il en fera le moins possible. Et ça s'est vu avec évidemment des gens dont il n'avait pas les réseaux, comme les militaires, puisque ça a fait une crise immédiate, vous l'avez bien vu, assez rapidement. Donc beaucoup plus de concertation, de collaboration, et puis évidemment, ça permet un truc, c'est que même si ceux qui ont fait du lobbying sur une décision, même si les arguments n'ont pas été retenus par le décideur, ces arguments, c'est-à-dire même si les arguments n'ont pas été entendus, mais au moins écoutés, une grande différence entre l'écoute et l'entente, puisque la différence entre les deux, c'est l'adhésion, et bien même si les arguments n'ont pas été suivis et actés par le décideur dans sa loi, ça permet ensuite de mieux comprendre les débats, de mieux comprendre les décisions pour ceux qui finalement vont aller un jour se plonger dans ces débats, de ce qui a été dit à ce moment-là. Très souvent, pour les gens un petit peu curieux, il suffit d'aller maintenant sur Internet et d'aller voir un peu ce qui s'est dit dans les débats législatifs pour comprendre un peu pourquoi on a décidé comme ça dans une loi, pourquoi on a opté pour ce sens-là. C'est très très important d'aller voir ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Ça permet aussi de comprendre pourquoi à un moment le législateur fait des choses qui vont au-delà de toute raison et que parfois on ne comprend pas. Voilà, puisqu'il y a aussi d'autres intérêts qui sont intervenus et dont on n'a pas conscience. Donc évidemment, pour conclure là-dessus, une décision qui est comprise est une décision qui est évidemment mieux appliquée, en tout cas avec un petit peu plus de discipline et un petit peu moins contestée. En tout cas, on a moins envie de se plaindre, on a moins envie de brailler, de gueuler, de se révolter contre une décision auquel on a participé, parce que c'est un peu nous qui l'avons faite. Donc on ne se révolte pas contre soi-même. Voilà. Dans un deuxième point, il s'agit de voir a posteriori que cette influence, ce lobbying, vient un petit peu, et c'est un peu ce que j'essayais de vous expliquer, garantir l'adhésion du destinataire. Voilà. Ça, je vais aller plus vite, puisque je voulais un petit peu mieux expliquer là. En fait, le lobbying vient rapprocher des volontés, puisque comme c'est une invitation à entrer en pourparlers, il permet de rapprocher les volontés individuelles de la volonté générale, la volonté individuelle du lobbyiste, de la volonté générale du législateur, la volonté générale de Rousseau, celle qui ne se divise pas, celle qui est la volonté unique de la nation. Et en fait, tout ça va permettre, à partir du moment où on agrège, où on écoute au moins, sans forcément les prendre en compte, les volontés individuelles, finalement, on va avoir des textes qui seront d'une bien meilleure efficacité. Et ça change tout. Donc dans ce cas-là, évidemment, ça permet de montrer qu'on prend en compte les points de vue,
Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un petit peu, je suis désolé, je radote beaucoup, hein, mais ça permet de percevoir aussi que dans la société, il y a un phénomène qui est le rejet croissant de la contrainte étatique. De moins en moins aujourd'hui, on la supporte, non seulement avec l'Internet, mais avec tous les autres moyens un petit peu de la décentralisation, l'administration qui s'est rapprochée du citoyen, etc., l'Union européenne qui s'est décentrée de l'État, etc. Finalement, on supporte de moins en moins la contrainte de l'État, la contrainte, la puissance publique. Et donc, ce besoin, effectivement, est de plus en plus important pour participer. On ne supporte plus aujourd'hui quelque chose imposé d'en haut, qui n'est pas forcément justifié ou motivé. Donc on a ce qu'on appelle une crise d'autorité, une crise de représentation, dont les solutions actuelles seraient... C'est des propositions à chercher dans ce que Ségolène Royal avait proposé en 2006, vous vous en souvenez peut-être, la fameuse démocratie participative, qui était en fait un concept extrêmement erroné, puisqu'en réalité, elle voulait parler sans le savoir. Elle a utilisé un terme de Pierre Rosanvallon dans son ouvrage qui était sorti quelques mois plus tôt, mais elle l'avait lu un peu brièvement et un peu trop rapidement. En réalité, il s'agissait de parler de démocratie délibérative. La démocratie délibérative consiste à participer à la délibération qui conduit à la décision, les pouvoirs publics conservant la possibilité de décider eux. Alors que la démocratie participative conduit pour le citoyen à prendre la décision lui-même. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est par le référendum. C'est-à-dire d'intervenir en étant soi-même une part de la prise de décision, une part de la loi. C'est ce qu'on appelle une votation ou en tout cas un référendum. Et il ne faut vraiment pas confondre les deux. Donc il y a une démocratie tantôt délibérative, tantôt représentative, tantôt participative. Et tout ça, ce sont ces théories des nouveaux modes de gouvernance, ces théories de la bonne gouvernance ou de la gouvernance participative, où les intérêts particuliers viennent participer de plus en plus à la détermination des politiques publiques. C'est-à-dire que l'État consulte de plus en plus ceux qui vont être amenés à appliquer les règles que l'État veut faire. Donc on a une coopération, une recherche d'adhésion induite par toutes ces théories qui permettent, et l'État n'est pas dupe, enfin l'État et les décideurs ne sont pas dupes, l'idée est de venir légitimer la décision publique. Il y a derrière un enjeu de légitimation, de légitimité. Donc évidemment, tout ça va ramener un petit peu d'efficacité et de qualité à la loi. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse ce genre de choses, mais globalement... efficacité et qualité de la loi, c'est quelque chose d'important parce que, tout simplement sur deux grands points, d'abord un droit qui est un petit peu négocié dans le fond, dans son contenu, eh bien il est beaucoup moins contesté. On remarque que les gens ne contestent pas ce à quoi ils ont participé, parce qu'il y a eu un peu de pédagogie, parce qu'on a eu de la compréhension, donc plus d'efficacité, plus de sécurité juridique, les gens savent ce à quoi ils vont être mangés, entre guillemets, et ça vient endiguer un phénomène important aussi qui se développe et qui est croissant, c'est le phénomène de judiciarisation de la société. Aujourd'hui, de plus en plus, dès qu'il y a un problème, on va devant un juge, on ne discute plus, on n'a plus la politesse élémentaire, on va direct se plaindre, il suffit de le voir, je ne sais pas moi, un principal met 2 heures de colle à votre enfant, vous ne comprenez pas la motivation de cette décision, vous l'assimilez à une décision administrative et vous voulez la contester devant un juge. Tout de suite, on entre tout de suite, je ne dis pas vous, mais on entre beaucoup plus facilement dans le conflit judiciaire aujourd'hui que par le passé où il suffisait parfois de quelques règles élémentaires de politesse pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc ce phénomène de judiciarisation, eh bien, effectivement, est singulièrement endigué par le fait qu'on a davantage de collaboration un petit peu à la prise de décision. Mais là, j'en arrive à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est de démontrer aussi que finalement, l'influence du lobbying se fait aussi et surtout non pas que sur le contenu de la règle de droit, mais plus encore davantage, le lobbying façonne aussi le système indirectement, le système de production de la règle. Le lobbying a un impact énorme sur le mode de production de la règle, c'est-à-dire le processus d'élaboration de la loi ou du règlement. Donc ça, c'est mon deuxième grand point, l'influence du lobbying sur les modes de production du droit. Et là, je serai beaucoup plus simple, je verrai 2 grands points, parce que j'ai toujours mes plans binaires de fac de droit, je ne vais pas me refaire, j'ai été un peu élevé comme ça, et donc je suis les règles de mes papas. Et donc, on voit les effets du lobbying à ce niveau-là, au niveau de la loi. On va faire une petite dichotomie simple. D'abord la loi, et ensuite ce qu'on appelle le règlement, l'acte administratif. Parce que ce n'est pas anodin, il y a beaucoup moins de visibilité pour le citoyen au regard de ce que fait l'administration, et c'est parfois ce qu'il y a de plus important. Le législateur est souvent très évasif dans ce qu'il fait au niveau de la loi, et les lobbyistes, parfois, pour être moins visibles et plus dans l'ombre, vont aller attaquer les règlements d'application d'une loi. Parce que le législateur est volontairement évasif dans le texte en disant « on renvoie au décret d'application ». Parce que sinon, on aurait des textes législatifs qui feraient le triple ou le décuple de ce qu'ils sont en l'état.
Et comme on l'a dit, les fameux phénomènes d'explosion de la bulle normative est un véritable problème. On a trop de normes aujourd'hui en France. D'où les fameuses théories de la simplification, les fameuses volontés de simplification, où à chaque fois le législateur fait une loi de simplification, où ces lois viennent toujours plus compliquer les choses. Vous prenez n'importe quelle loi de simplification, lisez-la, vous n'allez rien y comprendre. Et c'est des lois en fait de complexification qu'on appelle dites de simplification, qui en fait ont remplacé des vieilles lois qu'avant on appelait lois portant diverses dispositions d'ordre machin, d'ordre financier, d'ordre économique, ou lois portant mesures urgentes de réforme à caractère. En gros, des lois fourre-tout où on met un petit peu de tout, hein, puisqu'on n'a plus le droit de faire des cavaliers. Donc, d'abord, dans un premièrement, si vous voulez, au niveau de la loi, l'influence normative des lobbies sur un petit peu le principe représentatif, puisque la loi, elle est faite par des représentants. Donc, si on veut faire du lobby auprès de la loi, il faut le faire auprès des représentants que sont les députés et sénateurs, qui sont nos représentants. Alors, ça va peut-être davantage vous intéresser, puisque, évidemment, là, on va toucher au mandat impératif. En introduisant même informellement de la négociation, eh bien, cette négociation intervient dans un processus qui normalement ne le permet qu'entre représentants dans le cadre des débats législatifs. Vous le voyez bien, dans le cadre des débats parlementaires, on l'a vu ne serait-ce que hier ou avant-hier avec Jean Lassalle qui a fondu un boulon vous l'avez tous vu, parce qu'il avait un temps de parole limité en raison du règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit que les non-inscrits ont un petit peu moins de temps de parole parce qu'ils sont non-inscrits et qu'il faut bien avoir un moment des limites dans l'exercice du temps de parole. Donc il s'est fait un petit peu rappeler, on peut discuter la forme, mais le fond est évidemment compréhensible de la part des questeurs et de la personne qui était à la présidence de l'Assemblée à ce moment-là. Évidemment, les débats ont lieu entre représentants, c'est-à-dire entre eux, un peu en endogamie, et c'est ce qui peut se comprendre. Ils ont été élus par nous pour ce faire, et justement pour avoir cette liberté un petit peu de débattre. Donc, il n'est pas forcément permis d'y introduire des corps extérieurs, en tout cas pas dans le débat, pas dans l'enceinte du Parlement, et c'est prévu par le règlement du Sénat, c'est l'article 5, et par le règlement de l'Assemblée nationale, si je me souviens bien, c'est l'article 79. Eh bien, sinon, on a ce qu'on appelle un mandat impératif. Qu'est-ce que c'est ? C'est le citoyen qui vient lier son député en lui disant « j'ai voté pour toi, tu me représentes, donc tu vas faire ce que je te dis ». C'est ni plus ni moins que ça. Sous la Troisième République, c'était très connu, c'était le député qui signait une lettre de démission en blanc qu'il donnait à ses électeurs, et effectivement, il pouvait être démis à tout moment. Aux États généraux, les députés aux États généraux sous la Révolution étaient pourvus d'un mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils venaient pour représenter avec les cahiers de doléances, qui était un mandat impératif pur. Voilà. Aujourd'hui, le mandat impératif est quelque chose qui est nul, c'est-à-dire que s'il y en a un, on considère qu'il n'a jamais existé, qu'il n'existe pas, parce que il vient porter atteinte au principe représentatif, et le principe représentatif signifie deux choses. Le principe représentatif, finalement, vient éjecter, si je peux me permettre l'expression, le mandat impératif, finalement, vient s'opposer au mandat impératif, parce que lorsque le député est élu, il est certes élu localement par un petit groupe, dont il doit représenter, évidemment, normalement, les intérêts généraux. Mais une fois que le député est élu, et ça a toujours été le cas dans tout principe représentatif, il représente l'intégralité de la nation. La souveraineté est nationale, comme le dit l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 3 de la Constitution de 1958. La souveraineté est avant tout nationale. Et si vous voulez, elle s'exerce donc par les représentants, et ces représentants doivent représenter l'intégralité de la nation et pas des intérêts catégoriels, ou en tout cas des intérêts fractionnels, même territoriaux. Alors vous allez me dire, mais c'est gentil, vos belles paroles, puisque ce sont que des belles paroles, c'est purement théorique ce que je vous dis, puisque dans la réalité, on sait très bien que le député du Languedoc va appuyer les intérêts du vin dans la loi E20. Et des exemples comme ça, chacun d'entre vous en aura un. Donc on peut faire un petit concours après de celui qui a le meilleur, mais vous verrez, au fond, il y a la théorie, et après il y a la pratique. Donc évidemment, tout ça est à relativiser. Donc cette notion de mandat impératif, elle a aussi une deuxième explication, en tout cas cette interdiction du mandat impératif, c'est que le député doit être libre de pouvoir s'exprimer comme il le veut, et c'est aussi pour ça qu'il a ce qu'on appelle des immunités. C'est justement pour ce qu'il dit en séance soit protégé, qu'il ne puisse pas être attaqué pour ce qu'il dit en séance, parce qu'un député, ça parle énormément. Et à un moment donné, ça peut être amené à dire des choses, et ça doit pouvoir dire un petit peu tout ce qu'il pense, notamment au moins en séance.
Et donc, évidemment, le mandat impératif vise à éviter ce genre de choses. Le député doit être libre en séance, il ne faut pas porter atteinte à sa liberté de délibération et à la liberté de délibération de l'ensemble de la représentation, et aussi le fait que la représentation représente la nation. Même élu localement, il représente l'ensemble. Donc il ne faut pas les séparer. Alors cette loi, ça vous intéresse, c'est la loi de Coke, qui est un jurisconsulte anglais. Voilà. Eh bien, ça je vous l'ai dit. Donc, à partir de là, effectivement, on va prohiber toute représentation d'intérêt particulier dans les murs de l'Assemblée. Alors tout ça était aussi très hypocrite, parce qu'en réalité, les députés allaient à l'extérieur pour rencontrer les lobbies. Hein. On sait que ça se faisait chez Françoise, ou qui est le restaurant qui maintenant a été dans les locaux d'Air France près des Invalides, où vous allez croiser des députés, ils ne sont pas là par hasard, avec des gens qui ne sont pas forcément députés, ce sont des lobbyistes, hein, il ne faut pas rêver. J'en fais un petit paragraphe pour un petit peu donner quelques informations croustillantes dans le bouquin pour ceux que ça intéresse. Donc, évidemment, ce que je voulais relever, c'est que dans les faits, on peut constater 3 phénomènes, notamment, par exemple, quelqu'un qui est un professeur à Clermont-Ferrand, qui s'appelait Dominique Turpin, avait relevé, par exemple, la résurgence progressive des mandats impératifs de fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on prohibe le mandat impératif dans les textes. Enfin bon, voilà, si on reste dogmatique, il n'y a pas de mandat impératif. Mais dès qu'on devient pragmatique, qu'on utilise une méthode un peu sociologique ou une méthode de sciences politiques, et qu'on sort de cette méthode un peu hémiplégique, qui est la méthode juridique qui s'interdit de voir les faits, pour rester bloqué dans les textes, dans ce qui doit être, et ne pas forcément vouloir voir ce qui est, eh bien, on se retrouve dans un certain nombre de... On observe évidemment des mandats impératifs, tout le temps des mandats impératifs de fait, puisque les députés font l'objet évidemment de nombreuses sollicitations. Moi je prends un exemple que j'avais vu, c'est le MEDEF qui sollicite énormément les députés dès qu'il y a des questions fiscales, dès qu'il y a des questions sociales, dès qu'il y a des questions d'emploi. Alors évidemment aujourd'hui c'est complètement open bar avec un président comme Emmanuel Macron pour le MEDEF, puisque c'est presque le MEDEF qui a le pouvoir, entre guillemets, on peut presque dire que c'est lui qui tient le volant. Et la vraie question c'est toujours de se demander, excusez-moi, c'est ce que disait Georges Vedel, qui était un juriste éminent. Il disait, où est la vraie question? Est-ce qu'il faut permettre aux lobbies finalement de monter dans la voiture, ou est-ce qu'il faut leur donner le volant? Donc vous voyez, c'est une question assez fondamentale. Donc évidemment, premier point que j'ai constaté, c'est ce que disait Dominique Turpin, il existe, dans sa thèse notamment, il existe de nombreux mandats impératifs de fait, tout le temps et partout, dans la pratique législative. Ensuite, comme je l'ai dit, on voit de plus en plus, je l'ai dit à l'instant, je l'ai subodoré, une pratique qu'on appelle l'amendement clé en main, l'amendement suggéré. Et ça, moi-même, j'en ai rédigé à des députés, j'ai connu des gens qu'on ont rédigé pour d'autres députés, que vous connaissez très bien d'ailleurs, ou que vous appréciez beaucoup. Le MEDEF lui-même inonde les députés d'arguments tout rédigés. Les députés, ils ont à un moment besoin aussi de produire du boulot, parce que certains n'ont pas toujours les idées pour intervenir dans un texte. Donc très souvent, ils sollicitent des personnes extérieures en disant, voilà, est-ce que tu as des amendements? Et donc effectivement, le MEDEF inonde régulièrement les députés qu'il connaît d'amendements, clés en main, tout rédigés, qui n'a plus qu'à présenter en séance et qu'à introduire en commission. Voilà. Ce qu'on appelle l'amendement suggéré ou l'amendement clé en main. Et on peut voir parfois qu'il y a eu du lobbying très très fort, puisqu'il y a eu des amendements clés en main qui ont été rédigés par les notaires dans le cadre à l'époque de la loi Macron. Vous avez dû en entendre parler, puisque ces amendements n'ont pas toujours été suivis. Les notaires ont à un moment eu un peu peur, et quand on a un phénomène de peur, on a toujours énormément d'irrationalité derrière, et des comportements. Quand vous ne comprenez pas quelqu'un qui est complètement con, c'est-à-dire totalement irrationnel, vous l'expliquerez toujours par un phénomène de peur qu'il y a derrière. C'est quelqu'un qui a peur. Toute connerie est expliquée par un phénomène de peur. Et bien là, il y a eu un lobbying qui a été très très loin, puisqu'il y a des gens qui, à un moment, à court d'arguments, on en est arrivé dans la violence. Et M. Macron a été menacé de mort. Il y a eu des vraies menaces de mort qui sont sorties dans la presse, qui ont été vraiment de notoriété publique, de la part d'un certain nombre de représentants des notaires en France, à propos de cette loi Macron. Alors évidemment, l'amendement suggéré a essayé d'être... La révision de 2008 de Sarkozy avait essayé de limiter tout ça en permettant davantage de débattre les amendements, voilà, et notamment d'obliger ces amendements de passer par ce qu'on appelle la commission, puisque la commission permet ensuite, par les débats en commission, de voir un petit peu s'il y a opportunité ou non de discuter 50 000 amendements de suite, etc. D'autant qu'il y avait des pratiques qui consistaient à déposer... Moi je me souviens de Jean-Louis Debré à l'époque de la loi sur la fusion GDF-Suez, qui avait son bureau entier, enfin il avait toute cette
salle plein de papiers d'amendements, en fait, qui étaient déposés. Donc après, tous ces amendements-là, il faut les étudier, effectivement, les mettre aux voix, etc., etc. Donc l'idée, c'est de faire de l'empilement pour empêcher un petit peu, pour faire de ce qu'on appelle de l'obstruction législative. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est du filibustering ou de la flibuste, donc de l'obstruction législative. Et puis, il y a aussi une spécificité que vous connaissez peut-être, ceux qui sont dans le domaine du social, notamment qui font du droit du travail ou qui sont dans le domaine de l'emploi et de la solidarité. En droit du travail, il y a une spécificité qui est que le contenu de la loi est davantage négocié et que le législateur fait davantage négocier un petit peu. Il donne les grands principes du droit du travail et après, c'est les conventions collectives, c'est un peu les partenaires sociaux qui vont négocier entre eux, on va dire, les textes pour aboutir un petit peu à de la concertation, au point que, effectivement, on en arrive de plus en plus à une forme d'écriture contractuelle de la norme, notamment qui vient lier le législateur, qui ensuite ne fait que prendre les textes qui ont été négociés par les partenaires sociaux pour les intégrer en écrivant loi, et badaboum, c'est réglé. C'est mu par le sceau un petit peu de l'infaillibilité législative. Et effectivement, pourquoi le législateur en matière de droit du travail fait ça ? Parce que tout simplement, il est très difficile de s'écarter en décidant un petit peu ce qu'on veut derrière, parce que ça viendrait ruiner des équilibres obtenus de façon extrêmement sensible, extrêmement fragile. Voilà. Donc, tout est question de nuance. Le lobbying se rapproche d'une frontière extrêmement ténue qui consiste à ne pas lier, mais qui consiste à presque essayer de lier. Parce que s'il lie, on saute dans la corruption, on tombe dans le corruptible, dans le corruptogène. Donc n'oubliez pas, convaincre et non contraindre. D'autant que le mandat impératif, qui vient contraindre le député, le lier, et donc qui est nul et non avenu, c'est un acte juridique. Alors que le lobbying, ça reste quelque chose de purement factuel, c'est une pratique, c'est pas du tout du droit, c'est pas du tout un acte. Voilà. Donc évidemment, il va falloir de plus en plus concilier finalement cette volonté pour les personnes exogènes d'intervenir dans le processus législatif, d'intervenir parce qu'effectivement, il y a cette crise un petit peu de la représentation et il faudra réconcilier nécessairement un jour les masses avec la représentation et résorber ce qu'on appelle effectivement la crise inhérente du politique avec les citoyens. Voilà pourquoi la loi Sapin a saisi un peu l'opportunité qui était posée. Alors évidemment aussi opportunité parce qu'il y a eu énormément d'affaires derrière, je pourrais l'expliquer dans les questions tout à l'heure, je ne développerai pas sinon je vais être trop long, a saisi un petit peu l'opportunité d'institutionnaliser le lobbying, à tout au moins de l'encadrer pour essayer de prévenir un certain nombre de pratiques et montrer, regardez, nous, au moins, nous, quand même, nous, on a pu lutter contre la corruption. Simplement, il y a eu effectivement pas mal de critiques qui peuvent être faites à ce texte et j'ai pas mal d'éléments critiques dont je pourrais vous parler tout à l'heure. Notamment une grande hypocrisie puisque on a fait une loi sur la corruption alors que cette loi vise à traiter le lobbying, ce qui revient à tuer dans l'œuf toute réglementation du lobbying, on va dire respectueuse de cette pratique, puisqu'on continue à raisonner avec cette espèce de structure névrotique française, cette espèce d'exception culturelle française issue de la Révolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, de haine des intérêts particuliers et d'obsession de l'égalité, qui est effectivement typiquement jacobine, finalement, donc, ce principe jacobin. Deuxième point, et j'en terminerai là-dessus, c'est l'administration. L'administration, effectivement, l'administration, elle produit aussi énormément de règles, ce qu'on appelle des actes administratifs. Et en introduisant de la négociation dans l'acte administratif, il faut savoir que l'acte administratif a essentiellement pour règle d'être un acte unilatéral, puisque la loi est légitimée par le vote des représentants, donc l'administration intervenant derrière est déjà juridiquement, de juré, légitimé. Donc il n'y a pas besoin de refaire un processus électif auprès de l'administration. Donc on estime qu'il y a une légitimité de l'administration à intervenir puisque le législateur lui donne la règle. Le problème, c'est c'est sans compter ce phénomène de rejet de l'unilatéralité, de la contrainte étatique de la part des citoyens. Et donc, beaucoup ont estimé que le lobbying portait atteinte à ce principe qui était le principe de l'unilatéralisme, qui était attaché à la production des actes administratifs. Et que ça viderait de son sens tout le principe de l'unilatéralisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'unilatéralisme ? Je vais définir vite fait, parce que
je pense que pour certains ça peut être intéressant de le savoir, c'est quelque chose qui découle du principe de souveraineté nationale. C'est-à-dire que comme l'État est souverain, son bras armé, c'est l'administration qui prend des décisions pour mettre en œuvre la souveraineté de l'État. Pourquoi cette souveraineté de l'État et pourquoi des décisions de l'administration ? Eh bien parce que l'administration représente l'intérêt général, c'est son travail, c'est pour ça que nous avons voulu une administration digne de ce nom. Et donc un acte administratif à ce niveau-là n'est pas négociable, c'est l'inverse, l'unilatéralité c'est le contraire de la négociation, c'est le contraire du contrat, le contrat est négocié, l'acte unilatéral est imposé. Et donc, il émane d'une volonté unique, peu importe, il y a parfois plusieurs auteurs, mais c'est imposé d'en haut, à travers une unicité. Et surtout, on ne va pas rechercher le consentement de celui qui l'applique. À la différence du contrat, où il va y avoir une recherche systématique du consentement, une négociation pour aboutir à, finalement, une autonomie de chaque volonté. C'est d'ailleurs le principe kantien de l'autonomie de la volonté. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, Jean Rivero nous l'expliquait très très bien, un professeur de droit à Poitiers, qui expliquait que tout simplement pour faire prévaloir à un moment donné l'intérêt général sur les intérêts particuliers. C'est les intérêts particuliers qui doivent à un moment s'effacer devant l'intérêt général, parce que à partir du moment où on décide de se donner des représentants et de se donner un système juridique, eh bien, on se donne aussi un État, une administration, un contrat social qui fait prévaloir la volonté générale sur les intérêts particuliers. Donc voilà un petit peu une possibilité de le mettre en œuvre. Alors, il y a eu beaucoup de débats à un moment dans la doctrine entre collègues où on me disait, tiens, effectivement, ça ruine l'unilatéralité des actes administratifs. Donc on me dit, tiens, il faudrait que tu t'intéresses à cette question de la perte d'unilatéralité des actes. Il faudrait que tu regardes, il y a une évanescence de la décision de l'administration, etc. Alors je vais être rapide, mais en fait, les choses sont simples. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Puisque, certes, l'acte unilatéral est négocié. Par exemple, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des actes unilatéraux négociés, c'est-à-dire qu'on introduit un peu de négociation dans l'élaboration de l'acte unilatéral, mais c'est uniquement dans son élaboration. La décision elle-même reste unilatérale. Or, c'est la décision qui fait l'unilatéralité de l'acte. C'est la décision qui vient d'une administration qui décide elle-même, seule, sans rechercher le consentement, qui fait et qui peut écarter aussi ce qui a été décidé avant dans l'élaboration. Tant que cette possibilité existe, eh bien, l'acte demeure unilatéral. Comme je le dis, l'administration, peut toujours refuser d'entendre le lobbyiste, peut toujours décider à un moment donné de l'écarter en disant voilà, là il y en a marre, vous avez suffisamment participé, maintenant on décide tout seul. L'administration reste souveraine, elle n'est pas obligée d'être liée par le lobbyiste, puisque sinon on aurait du mandat impératif ou de la corruption. En tout cas, en matière administrative, on aurait clairement de la corruption. Donc elle peut à tout moment refuser ou décider de cesser de l'écouter, et de le prendre en compte. Et donc, l'administration ne perd absolument pas sa compétence, la puissance publique demeure absolument intacte, donc il n'y a pas du tout d'évanescence de l'unilatéralisme. L'acte est peut-être matériellement négocié sur le contenu, parce que l'administration décide d'en ouvrir l'élaboration, mais la décision, elle, formellement, reste unilatérale. Et ça change tout, parce que si la décision reste formellement unilatérale, bien l'acte reste unilatéral, puisque c'est la formalité qui fait l'acte. Ça c'est des petits débats de juristes un petit peu technico-techniques évidemment. Donc ça n'atteint, pour reprendre un petit délire de juriste, uniquement le contenu, c'est-à-dire le négocium, le contenu de l'acte, et pas l'instrumentum, c'est-à-dire l'enveloppe de l'acte elle-même. Mais cette influence sur le contenu des règles et de l'administration s'explique, je vous disais tout à l'heure, l'administration est censée représenter l'intérêt général. Et c'est l'essentiel de sa mission, et c'est l'essentiel de sa fonction. Si on doit voir l'administration à travers une grande fonction, c'est ça, c'est cette fonction, représenter l'intérêt général. Or, l'intérêt général, il a évolué. Il a singulièrement évolué. C'est plus du tout l'intérêt général uniquement déterminé par l'État d'en haut, jacobin, c'est-à-dire cet intérêt général complètement désincarné des intérêts particuliers, au-dessus, supérieur, qui ne se mélange pas, qui ne se salit pas des intérêts particuliers. C'est un intérêt général qui évolue sous les coups de boutoir, tout simplement, des évolutions culturelles, puisqu'aujourd'hui on est perméable à plein d'autres cultures, et notamment à des cultures dominatrices, comme la culture américaine, qui nous influence beaucoup. Et donc, effectivement, ce syncrétisme culturel, mu par un phénomène très simple, qui est la mondialisation, fait qu'il y a énormément de modèles politiques qui circulent et qui se mélangent les uns les autres. Emmanuel Macron, dans son programme, n'a fait qu'aller chercher des modèles culturels issus des anglo-saxons, notamment, des libéraux anglo-saxons, et venir un peu essayer de les mettre en accord avec notre modèle étatiste français, notre modèle jacobin, finalement, et de les concilier. Eh bien, si vous voulez,
cet intérêt général, lui aussi, il évolue parce que de plus en plus, il voit s'agréger des intérêts particuliers et il devient proche d'un intérêt. Enfin, il est entre deux, mais il évolue vers un intérêt général à l'américaine, c'est-à-dire un intérêt général où cet intérêt n'est plus un intérêt supérieur complètement transcendant, mais un intérêt qui devient un intérêt davantage immanent. C'est-à-dire un intérêt général qui se nourrit des intérêts particuliers. Finalement, un intérêt particulier peut réussir en devenant l'intérêt général. Ce qui est impossible dans notre conception purement théorique et philosophique, et jacobine, et rousseauiste, et contractualiste, si vous voulez, française. Alors que là, on a un intérêt général qui commence à s'ouvrir aux théories un petit peu benthamiennes, un petit peu utilitariste américaine. Donc un intérêt général plus moderne, on parle même d'intérêt général postmoderne ou d'intérêt général néo-moderne, plus utilitariste, un peu moins volontariste, un peu moins figé, un peu moins jacobin. Et tout ça, si l'intérêt général évolue, il fait nécessairement évoluer l'administration dans ses pratiques. C'est pour ça que le lobbying commence de plus en plus à être accepté, puisque l'administration elle-même réglemente des choses complexes. Et comme elle réglemente des choses de plus en plus complexes, elle a besoin à un moment d'avoir des techniciens. Et très souvent, les lobbyistes, sont des techniciens qui viennent apporter une information utile. Tout est question après de comment on prend cette information et ce qu'on fait de cette information, évidemment, parce qu'elle est partiale, ou en tout cas, elle est présumée partiale. Donc évidemment, à objectiver. Et très souvent, pour l'objectiver, il faudra des petits débats. Par exemple, on le voit dans les secteurs qui sont en réseau et qui étaient auparavant exercés sous monopole, télécommunications, l'énergie, le gaz, l'électricité, le ferroviaire, avec l'ARAFER par exemple, et bien de plus en plus on y a mis des régulateurs, puisque l'État s'est un petit peu séparé du marché, a ouvert ça à la concurrence, vous le savez un petit peu, parce qu'en ce moment on est en plein débat avec la SNCF, donc vous voyez les liens à l'actualité, et évidemment, dans le cadre de ces marchés dits régulés, en tout cas ouverts à la concurrence, eh bien, on a un régulateur, et ce régulateur va un petit peu consulter tous les nouveaux opérateurs mis en concurrence, et de cette consultation, il va élaborer des règles, qui vont être des règles bien entendues par chaque opérateur pour être les mieux appliquées possibles, puisqu'on est dans ce phénomène où, évidemment, on va essayer de consulter tous les opérateurs pour avoir la meilleure règle possible. Et eh bien, cette règle qui consiste à prendre en compte tous les opérateurs du secteur régulé, ensuite fait l'objet d'une décision par un régulateur, et ce régulateur, eh bien, les économistes, ceux qui ont fait un peu d'économie le sauront, il y a toujours des risques dont on parle, qui est ceux de la capture du régulateur. Et cette capture du régulateur, c'est qu'à un moment, un opérateur eh bien, va devenir un petit peu le chouchou du régulateur et va le tenir par quelque chose, va obtenir finalement des décisions beaucoup plus favorables que les autres, au détriment parfois de la concurrence sur le marché. C'est comme ça qu'on peut éliminer d'autres opérateurs, parce que je vous rappelle que le marché, c'est un peu la loi de la jungle. Donc cette capture du régulateur, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une forme de lobbying au sens de l'économie. Donc évidemment, de plus en plus, on a cette coopération des acteurs qui implique que le lobbying peut être extrêmement dur et que donc il faut le réguler à travers de l'éthique. J'en viens à ma conclusion. Alors, dans ma conclusion, je peux dire que, évidemment, on ne peut plus nier l'influence aujourd'hui du lobbying sur, effectivement, l'évolution des règles juridiques. Et on le voit de plus en plus, le système politique a accepté de plus en plus les besoins exprimés par la société civile, notamment les besoins pragmatiques de la société civile en leur donnant des droits. Et pourquoi finalement on a accepté cela? Pas pour des raisons bassement politiques, même si on pourrait croire que le but du politique est évidemment de plaire à ceux dont ils vont élaborer des règles pour les régir. Mais c'est-à-dire que les gouvernants ont pour essence d'essayer de plaire aux gouvernés et sont dans un exercice permanent de séduction, pas seulement, dans tout simplement l'objectif évident que les chercheurs, par exemple, que vous connaissez peut-être de l'école de Chicago, Buchanan, Tullock, etc., qui ont développé une école qui est l'école de l'analyse économique de la règle de droit. Donc c'est pas vraiment les facultés de droit aux États-Unis, ni les facultés d'économie, c'est vraiment l'analyse économique du droit. C'est-à-dire qu'on essaye de voir quelle est l'efficacité d'une règle de droit. Et parfois, des règles de droit sont totalement irrationnelles et inefficaces et produisent que très peu d'effets. Et en France, on n'est pas encore trop au fait de ces questions. Eh bien, le lobbying intervient en matière d'analyse économique du droit davantage comme un élément qui permet une recherche d'efficacité d'un texte. Un texte qui a fait l'objet d'un lobbying peut être un texte beaucoup plus efficace. Et de ce point de vue-là, il faut faire une distinction entre la qualité d'un texte et l'efficacité d'un texte. L'efficacité touche
à la forme dont il est élaboré, la méthode, la mise en œuvre de ce texte. Donc ça permet de rendre la règle plus acceptable. Vous allez voir le jeu de mots. Alors que la qualité, elle touche au fond du texte. Un texte qualitatif, c'est un texte qui a de la qualité dans son contenu. Donc elle touche au contenu, et en touchant au contenu, elle permet de rendre ce texte ou ce droit plus accessible. Donc il faut bien distinguer les deux. Le lobbying apporte non seulement de l'efficacité, mais aussi de la qualité. C'était l'objet de mes deux parties, forme-fond. Et donc, de l'acceptabilité, tout comme de l'accessibilité. C'est-à-dire que ça permet de mieux comprendre, de mieux accéder à la règle de droit. Et c'est tout le problème aujourd'hui. Le droit, pour beaucoup d'entre vous, on n'y comprend plus rien. C'est extrêmement complexe et ça devient une affaire d'experts. C'est-à-dire que dès qu'on a une affaire qui touche à des règles de droit, enfin qui implique des règles de droit, pratiquement tout, puisque ça se judiciarise de plus en plus, eh bien on se dit, il faut que je fasse appel à un avocat parce que je n'y pige rien. Et je le vois pour des affaires des fois extrêmement simples. Donc évidemment, le lobbying produit une influence évidente sur l'écriture de la règle, sur la formation de la règle, mais aussi sur son contenu. Mais enfin bon, faut pas non plus trop forcer le truc. Le lobbying ne va pas aller jusqu'à bouleverser complètement les fondements de notre système. Notre système reste le même, c'est-à-dire un modèle républicain, représentatif. Effectivement, ça ne modifie pas beaucoup disaient le lobbying est une atteinte à la démocratie. Effectivement, non régulé, le lobbying est effectivement une atteinte fondamentale à la démocratie, puisque c'est la négation même de la démocratie. Mais un lobbying, dès lors qu'il est encadré, c'est un renforcement de la démocratie. En somme, le lobbying, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire, c'est soit la perfection, soit le diable, soit Dieu. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut dire que ce lobbying, il est évident, il est pratiqué massivement, il est un acquis de la démocratie représentative, donc il faudra faire avec, et il faudra le concilier. C'est finalement, sans aucun cadre, ce qu'on appelle une force éminemment subversive, mais avec un cadre qui comprend évidemment ce triptyque dont j'ai parlé, qui est très important, qui est celui de la transparence, de l'éthique, de la déontologie, donc d'une déontologie du métier et du contradictoire. Ce à quoi a essayé de s'attarder la loi Sapin II, eh bien, va devenir une force vive, c'est-à-dire d'un cercle vicieux, on tombe à un cercle totalement vertueux, finalement. Donc, pour moi, c'est finalement sans doute une solution à la grande crise de confiance qui, sans arrêt, devient de plus en plus béante, qui écarte finalement la fosse entre le citoyen et les pouvoirs publics. Et je vous remercie. Merci beaucoup Grégory. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Peut-être une remarque. Tout à l'heure, on parlait d'inflation judiciaire et de lutte judiciaire, du fait qu'il y ait de plus en plus de normes qui se font. Et c'est peut-être aussi le résultat d'une pratique culturelle qui est issue des États-Unis aussi, qui est que par exemple, pour un oui ou pour un non, on porte plainte. Et apparemment, les plus grands cabinets d'avocats se trouvent à côté des hôpitaux, car à la sortie des hôpitaux, on vient voir le patient pour dire est-ce que vous êtes bien opéré. Vous avez moyen de récupérer un grand chèque. Et je me dis qu'en fait, quelque part, c'est un peu cette mentalité, cet état d'esprit de passer par le juridique plutôt que de passer par la bienséance. J'ai perdu une feuille, je l'ai mis. Qui provoque une lutte juridique. Et quelque part, après, ça devient un monde assez aseptisé, très normé, et qui laisse de moins en moins de place à l'informel. Et voilà, donc c'est... Quelque part, c'est un phénomène culturel et comportemental qui provoque cette lutte judiciaire. Mmh. C'est la remarque que je fais, et ça, c'est un comportement qui est issu des cultures anglo-saxonnes. Je suis entièrement d'accord. C'est effectivement... Alors, en fait, il y a deux phénomènes. Un premier phénomène dont on parlait de judiciarisation, mais ce phénomène ne peut se comprendre que par la complexification de la société, d'une part, c'est-à-dire que, et surtout de la complexification des règles. C'est-à-dire qu'on crée des règles, et plus on crée des règles, plus les tribunaux doivent appliquer ces règles. Donc, ce phénomène de judiciarisation dont je vous ai parlé, j'ai omis volontairement d'en parler parce que je ne voulais pas être trop long, donc j'ai un petit peu taillé dans mes propos.
Mais il y a un autre phénomène qu'il faut voir en parallèle qui en est la cause première, c'est le phénomène de juridicisation de la société. La juridicisation de la société amène la judiciarisation. Puisque plus il y a de règles de droit, plus on va porter ces règles de droit pour les faire appliquer, plus elles créent des droits subjectifs pour les gens, et plus on va porter ces règles de droit devant les tribunaux pour les faire appliquer. C'est d'une logique implacable. Merci pour la conférence. Alors moi j'ai une question, si j'ai bien compris, du coup il faudrait encadrer les lobbies pour améliorer la démocratie. Ils sont encadrés. Ouais, mais mieux les encadrer. D'accord. On va dire que les règles sont mal faites. En fait, la question que je me pose, c'est de savoir si c'est réellement possible. Prenons l'exemple de Monsanto, par exemple. Quel est le rapport, quelle est la part de légitimité dans leur lobbying qu'ils font en permanence au gouvernement? Et en fait, du coup, comment on pourrait réellement réguler ce type de lobbying? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il n'y a pas une limite là dans la régulation du lobbying? Et en fait, on pourrait élargir à tous les lobbies, qui n'ont aucun rapport direct avec la société civile. Ouais. Alors, sur la question des limites, c'est évident qu'il y a des limites, mais elles ne sont pas là. Comment on peut... la question, en fait, c'est comment peut-on finalement faire en sorte que Monsanto soit encadré dans ses pratiques? Eh bien, très simplement, aujourd'hui, si Monsanto veut faire du lobbying en France, il va falloir qu'il se déclare. Il va falloir qu'il se déclare, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il s'inscrive au registre qui a été créé par la loi Sapin 2, puisque désormais il existe un registre, qu'ils vont devoir s'inscrire dans le registre et déclarer un certain nombre de choses, qui ils sont, dans quel intérêt ils interviennent. Il va falloir qu'ils déclarent aussi combien ils dépensent, quels sont les frais investis là-dedans, et aussi qui intervient en termes de nom, voilà, et dans quel sens ils vont défendre ça. À partir de là, le citoyen, lui, il peut toujours consulter ensuite le registre. Le registre est très accessible, hein, puisqu'il est géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a été créée après la loi Cahuzac pour, vous savez, examiner au départ les patrimoines des parlementaires à la suite du fait qu'on allait dévoiler les patrimoines de tout le monde à la suite de l'affaire Cahuzac avec son compte en Suisse. Et à la suite de la loi sur le lobbying, on a ajouté cette nouvelle casquette à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Eh bien, voilà comment ça se passe. La première règle, c'est de se déclarer pour garantir une transparence. Alors évidemment, après, le vrai problème, il est au-delà de ça. Mais c'est normal, vous ne pouviez pas le savoir, parce que pour le savoir, il faut vraiment le voir pratiquer et le connaître, être dedans. Et c'est tout à fait normal. En fait, le vrai problème est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'une fois que... En fait, la question se pose, c'est à partir de quand et comment on se déclare. Parce que dans la loi Sapin 2, on a dit qu'on se déclarait, par exemple, à partir de dizaines de contacts par an d'influence qui sont pris. À partir du moment où vous faites 10 contacts d'influence, alors on vous donne une définition dans les annexes, hein, coup de téléphone, organisation de stratégie, courrier, email, etc., etc. Il y a plein de pratiques, il y a toute une liste, toute une nomenclature, parce que le législateur est un obsessionnel des listes, a une ivresse des listes, donc on adore faire des listings, etc. Donc cette loi Sapin n'a que des listes dans son contenu, c'est-à-dire que c'est à chaque fois, oui, si on veut être lobbyiste, il faut être ça. Dans ces cas-là, on fait ça. Bon, en termes d'absorption par le citoyen et par la société civile, ça pose un autre problème. Mais le vrai problème, c'est qu'effectivement, ces 10 contacts de lobbying, à partir du moment où vous êtes... Je vais prendre un exemple dont je ne vais pas citer de nom, mais vous allez sans doute peut-être comprendre de qui je parle. À partir du moment où vous êtes énarque, vous avez un gros réseau. Et... on vous engage pour faire du lobbying, justement, parce que vous avez ce gros réseau derrière vous. Si vous avez un très bon réseau et que vous êtes quelqu'un d'efficace et de respecté dans votre corporation, ce qui est le cas en général des énarques dans leur domaine, des inspecteurs des finances, mais aussi des conseillers d'État, eh bien, une grosse société, Monsanto, Areva, peuvent venir vous démarcher pour faire du lobbying. On connaît un lobbyiste très connu d'Areva qui était chargé d'aller voir les députés. Eh bien, un énarque, en 2 ou 3 coups de fil, il vous a réglé un problème. Alors qu'un lobbyiste normal ou un lobbyiste stagiaire ou un lobbyiste quelqu'un qui travaille dans un cabinet de lobbying et qui n'a pas ce réseau, eh bien lui, il va faire ses 10 contacts d'influence très facilement. Et donc lui, il va devoir s'enregistrer, pas l'autre. Quelles conséquences ? Ça veut dire qu'il y a un lobbyiste extrêmement efficace, efficace, qu'on ne verra pas, qu'on ne percevra pas, que le citoyen n'aura, qui va sortir des radars. Il faut voir ça comme un radar, hein.
qui va complètement sortir des radars, et vous avez des lobbyistes normaux qui auront très peu d'effet sur ce qu'ils feront, qui seront saisis par des clients moyens et qui rameront un peu plus, et qui eux entreront dans les radars parce qu'ils auront les 10 contacts d'influence. Voilà un exemple de détournement de la loi Sapin déjà par des lobbyistes. Donc elle est là la limite. Et effectivement, oui, il y en a une. À un moment, si Monsanto est malin, Monsanto va aller chercher un énarque, tout simplement. Parce que eux, ils claquent des doigts, ils appellent les bons camarades de promotion, ils identifient les bonnes personnes ressources. Et le problème est réglé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les embauche. Pas pour rien que vous avez les inspecteurs des finances qui pantouflent dans toutes les grandes sociétés du CAC 40 et dans toutes les banques. C'est un système extrêmement bien huilé, si je peux me permettre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Justement, moi j'aimerais déjà, merci pour la clarté de votre côté. J'aimerais justement rebondir sur ce que vous disiez. Quel profil sociologique vous pouvez dresser des lobbyistes aujourd'hui en France et en Europe? Parce qu'il y a des à part les hauts fonctionnaires, est-ce qu'il y a d'autres catégories qui se dégagent, d'autres profils? En fait, c'est une réponse extrêmement simple. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout, c'est-à-dire que vous avez, moi j'y ai vu, alors j'ai fait quelques conférences aussi pour eux à l'Association française des consultants en lobbying. Vous aviez des ingénieurs, vous y avez des techniciens, vous avez beaucoup de juristes, c'est évident, mais vous avez aussi beaucoup d'économistes. Et voilà, en fait, vous avez beaucoup d'experts dans des domaines qui, à un moment donné, vont aller dans leur domaine faire du lobbying pour leurs clients, tout simplement. Donc il n'y a pas de profil type du lobbyiste, puisque comme je le dis dans l'ouvrage, on s'est demandé effectivement, y a-t-il des écoles de lobbying? Alors on commence à en voir apparaître, puisque le lobbying se pratique de plus en plus. A fortiori en Europe où c'est une partie intégrante du système. Donc de plus en plus, si vous voulez, on a identifié un marché, puisque tout aujourd'hui est consommation, identification de marché, de segments de marché, etc. Donc on a identifié un marché en termes d'enseignement, en termes de pédagogie, et donc on a créé des écoles et des diplômes de lobbying. Au départ, on a intégré des cours de lobbying dans les masters de droit européen ou dans les masters d'études européennes, et maintenant, de plus en plus, on crée des trucs de lobbying propres, un peu dédiés. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'école type en réalité, en dehors de quelques petits diplômes à la marge, il n'y a pas d'école type pour être lobbyiste. Et aujourd'hui, les lobbyistes, il faut être très clair, ce sont des ingénieurs. Au-delà des énarques, s'entend. Il y a beaucoup d'énarques, hein. Un mec comme Olivier Debouzy, je peux en parler puisqu'il n'est plus de ce monde, était un lobbyiste extrêmement connu et extrêmement efficace. En tant qu'avocat d'ailleurs. Beaucoup d'avocats font du lobbying. Vous avez l'AAL, aujourd'hui, qui est l'association des avocats lobbyistes, par exemple. Et vous avez, si on doit les classer, si on doit catégoriser les lobbyistes, vous en avez deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle le lobbyiste conseil. Alors lui, il monte un cabinet de lobbyistes comme on monte un cabinet d'avocats. Et après, bien effectivement, il reçoit ses clients et il fait du lobbying pour eux. Donc il ne fait pas du lobbying pour lui. Et vous avez le lobbyiste d'organisation. Donc ça, c'est le lobbyiste qui est en syndicat et qui fait avancer les positions du syndicat et qui travaille pour uniquement le lobby. Je connais beaucoup de lobbyistes qui travaillent dans un certain nombre de grosses entreprises, certains même que je suis allé former avec mon co-auteur. On a fait énormément de conférences dans certaines grosses entreprises du CAC 40 pour un petit peu leur annoncer maintenant les sanctions risquées par la loi Sapin qui parfois sont fortement sous-estimées. Et donc vous avez donc comme je dis, le lobbyiste d'organisation, qui est le lobbyiste qui défend effectivement sa boîte et qui est embauché pour défendre sa boîte. Donc il est au service com ou au service relations avec les pouvoirs publics ou au service réglementation ou service affaires publiques. Et vous avez ce qu'on appelle le lobbyiste conseil. Aujourd'hui on n'appelle pas ça un lobbyiste, on appelle ça un conseiller en affaires publiques. Et parce que les choix des termes sont très très connotés. Aujourd'hui, on n'aime pas dire lobbyiste. Pareil, dans la loi Sapin, on ne dit pas les lobbyistes, on dit les représentants d'intérêt. Donc c'est toujours pareil, on aime mettre des pincettes sur les termes. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça permet de voir que oui, le profil est extrêmement vaste. Il y a n'importe qui, potentiellement, à partir du moment où il sait défendre des intérêts, où il sait plaider, où il est efficace dans l'action de conviction, peut devenir lobbyiste. Et où il a des clients pour venir le chercher. Très souvent, on va venir chercher les énarques parce que pour être lobbyiste, il faut un réseau derrière parce qu'évidemment, vous allez mobiliser votre réseau pour faire avancer les intérêts de votre client. Les clients, c'est ça qui vient s'acheter. Rappelez-vous un exemple type. En 1983, vous aviez une annonce qui a été publiée dans le journal Le Monde qui s'appelait chef d'entreprise, offrez-vous un énarque. Et c'était des jeunes énarques qui venaient de sortir de l'école, qui se disaient, moi, j'ai pas envie de moisir dans l'administration.
je mérite mieux. Et donc effectivement, ils avaient appelé des entreprises à leur payer la pantoufle. Parce qu'évidemment, s'ils pantouflent avant les 10 ans, ils doivent une pantoufle à l'État et donc ils doivent payer 2 ans de formation. Ils sont redevables de 2 ans de formation à l'État. Et effectivement, ils avaient demandé alors, à un certain nombre d'entreprises de leur payer la pantoufle parce qu'ils étaient extrêmement rentables une fois qu'ils passaient en entreprise. Parce qu'à l'ENA, on ne vient pas chercher des connaissances, on vient s'offrir un réseau. C'est essentiellement ça. Mais ça peut se transposer à tout le modèle. HEC, maintenant l'ESSEC, tout système de grandes écoles n'est pas un système où vous allez y acquérir une expertise forte. Vous allez avoir de grandes généralités, mais ensuite derrière vous allez avoir un réseau fort. Voilà. Et ça, pour du lobbying, c'est hyper important. Donc il n'y a pas tant besoin d'une formation que d'un réseau derrière que vous allez ensuite utiliser. C'est votre outil principal de travail. Voilà. Outre une connaissance très précise des processus législatifs, mais ça, tout le monde peut l'acquérir assez facilement en travaillant un petit peu. C'est de la formation initiale. Voilà. Et d'autres questions, Fred? Donc j'avais une question, une remarque sur l'interprétation à donner au rejet de la contrainte étatique, qui peut expliquer la montée en puissance des lobbies. Alors j'ai plus l'impression de mon côté que le problème qu'ont les citoyens par rapport à l'État, c'est qu'il s'est mis au service des marchés et des banques, ce qu'on appelle le libéralisme, et plus du tout de la volonté générale. Et dans ce contexte, le lobbying devient non pas la solution, mais le problème. Alors excusez-moi de retomber dans les travers jacobins, mais je vais même aller un peu plus loin. Que pensez-vous comme alternative pour réintroduire de l'horizontalité dans la prise de décision législative, par exemple de tirer au sort un comité de citoyens qui collaborerait avec des juristes pour élaborer des lois qui seraient ensuite votées? La démocratie par le tirage au sort. Ça, c'est une question qui m'arrive de temps en temps. Ce qu'on appelle la stococratie, ce que les Anglais appellent sortition. Démocratie par le tirage au sort finalement, alors c'est quelque chose qui a un peu fonctionné dans l'Antiquité grecque, mais qui a ses limites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tirez au sort des citoyens, est-ce qu'ils vont être motivés? Vous êtes un peu obligé à un moment, si vous êtes tiré au sort, d'intervenir dans un phénomène public dans lequel parfois vous ne vous sentez pas toujours concerné. Ça c'est un premier biais, une première limite, si vous voulez, du système de démocratie par le tirage au sort. Mais au-delà, effectivement, c'est pas pour rien que j'ai beaucoup insisté régulièrement au travers de cette conférence sur la crise de la démocratie représentative et la crise de représentation, et notamment même la crise du rapport entre le citoyen et le politique. C'est que cette crise, elle est évidente et elle se creuse de plus en plus, ça devient une véritable faille abyssale, si vous voulez, aujourd'hui. Quand on voit, par exemple, que vous avez plus de 45% des gens, sondage 2016, qui ne croient pas en termes république tellement il a été galvaudé. Quand vous avez 60% des gens qui estiment que peut-être aller voter n'a plus grand intérêt parce que les choses sont jouées d'avance. Quand vous avez, ça c'est un sondage beaucoup plus récent de l'OCDE, quand vous avez des gens qui pensent pour 30% d'entre eux que le politique n'a plus rien à apporter et qu'il est pourri jusqu'au tréfonds de son système, de son principe, effectivement, c'est une question qui se pose. Maintenant, effectivement, la démocratie, ça reste le pire des régimes, après tous les autres. Et s'il est évident qu'il n'est pas parfait, et qu'il est loin de l'être, parce qu'on le voit, beaucoup de gens remettent en cause un certain nombre d'élections, il suffit de regarder, ne serait-ce que les 57% d'abstention aux élections législatives, qui montrent que par un mode de scrutin majoritaire, on a réussi à surreprésenter finalement une participation assez minoritaire du peuple français lorsqu'on le prend en tant que peuple. Eh bien, ça montre que finalement la démocratie a clairement des biais, des problèmes à régler avec elle-même. Maintenant, je ne pense pas qu'en arriver à du tirage au sort, moi je ne suis pas du tout convaincu que le tirage au sort fonctionnera. Les Grecs en ont montré les limites, mais surtout, la démocratie est un système qui ne marche pas bien, on le voit, 57% aux législatives, et peut-être aussi la participation aux élections présidentielles avec le phénomène des extrêmes au second tour qui font qu'à un moment donné, on n'a plus du tout un vote totalement rationnel, et que les passions commencent à s'exacerber avec les manipulations qui viennent avec. Eh bien, je pense que cette démocratie, il faut l'adapter. L'adapter en prenant en compte le lobbying, mais
il faut prendre le lobbying d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut l'encadrer d'une certaine façon avec des systèmes non seulement répressifs, mais aussi préventifs. La loi Sapin est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très 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 bien. Simplement, elle a été faite pour des raisons d'opportunité. Elle n'a pas été faite pour réglementer le lobbying, parce que je vous rappelle que dans cette loi, il y a 3 grands volets. Il y a un volet sur les whistleblowers, sur les comment on appelle ça, sur les lanceurs d'alerte, exactement. Il y a un volet sur les questions financières, notamment sur les questions de blanchiment et la vie financière. Et vous avez un volet sur la réglementation du lobbying. Donc ça n'est qu'un volet d'une loi qu'on a voulu un petit peu à la volée se dire tiens, on va le réglementer depuis le temps qu'on en parle. C'est l'occasion ou jamais de se donner une bonne image à peu de frais, finalement, politiquement. On était quand même juste avant un président qui pensait se représenter encore à l'époque. Il faut se remettre en contexte. Et puis un président qui voulait aussi faire oublier, se redonner une image d'exemplarité de la vie politique et faire oublier un certain nombre d'affaires, évidemment, qui avaient complètement nui à son image. Donc, il faut l'adapter, cette démocratie, mais il ne faut pas revenir dessus à travers le tirage au sort, parce que le tirage au sort, ça n'est démocratique que dans un sens, si vous voulez. Parce que je peux vous dire, ça a ses limites aussi, et peut-être plus de limites que n'en aurait la démocratie. Alors, on va juste arrêter quelques minutes parce qu'on a la musique qui commence. On peut continuer à discuter après, aller boire un coup dehors si vous voulez, puis continuer à débattre de tout ça. Donc merci Grégory encore pour ta conférence. Merci C'est moi.